C'était plus qu'un fantasme, c'était un rêve ultime, c'est ça. Et tirer une caravane derrière un centre. Et je me suis dit, mais on est maudits, quoi. On a raté l'événement. J'ai le cul éclaté par la bécane. Et il y a un mec qui va jouer de la trompette au moment où je vais me coucher. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de rouler avec ce type de véhicule? Commencez pas à me chercher, d'accord? C'est un truc qui me fascine et c'est comme ça. C'est à rouler, c'est fantastique. Quand je suis monté sur cette moto, la première fois de ma vie, j'ai cru que j'étais dans un espèce de rêve, quoi. Tu vois, je sais pas comment dire. Je me dis, mais ce véhicule c'est ma moto, quoi. On va enlever les suspensions et on va mettre des bouts de métal. Et on y va. Confort du véhicule. Mais attends, au bout de 50 mètres, je me suis dit, putain, mais quelle erreur, quel échec, Pio, quel échec, j'avais des douleurs. Tu peux aller à l'échec, tu peux t'autoriser d'être mauvais. Et ça, c'est un truc qu'on m'a appris, c'est-à-dire ne pas avoir peur de prendre le temps de rater les choses. C'est très important, enfin, je crois. Julien roule depuis 10 ans. Cet hiver, il a rangé sa moto au garage. Et quand Liberty Rider, partenaire du podcast, lui a parlé de reprise du guidon au printemps, il a compris un truc. Avril, c'est le mois le plus dangereux. Après 2 mois d'arrêt, le risque de chute explose. Il est 65% plus élevé sur les 3 premières sorties. Parce qu'on pense encore avoir tous ces réflexes. Les chiffres sont clairs. 37% des accidents arrivent dans les 15 premières minutes de ride. Les motards représentent seulement 2% des usagers, mais 23% des morts sur la route. Julien a donc pris les bonnes habitudes, reprise progressive, vigilance maximale et Liberty Rider activé sur son téléphone. Résultat, en cas de chute, l'appli détecte l'accident et prévient automatiquement les secours. C'est plus de 40 000 accidents détectés en 10 ans. Avec Liberty Rider, roulez protégé. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. Et d'ailleurs, dis-nous en commentaire quel invité tu aimerais que l'on reçoive par la suite et prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir pour la suite. Salut Pio. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants, dans un contexte qui est assez inhabituel, c'est qu'on est dans une course, enfin on est durant la course. On est dans un bureau. On est dans un... qui se trouve sur un parking, qui lui-même est autour d'un circuit, à savoir le circuit des 24 heures du Mans, moto. Sachant qu'on a quand même des motos derrière, c'était le meilleur qui vont vite. Ce sont des motos qui vont très vite. Ouais. Ce sont des motos qui ont gagné les 24 heures du Mans. Je sais plus. Je crois que ça remonte jusqu'aux années début 2000. Alors là, je crois que c'est les motos que du de la junior. GSXR. Que de la GSXR. Ouais, que de la Suzuki, exactement. Ouais, Suzuki, ouais. Bonne machine, hein. Très bonne machine. T'as roulé déjà ça? J'avais une 1000, ouais. J'avais un GSXR K5. Pour ceux qui connaissent, K5, c'est l'année 2005. Voilà, avec l'arrière un peu biseauté. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'évidemment, on va revenir sur toute ton histoire et ton lien à la moto. Ouais. Mais là, aujourd'hui, ce week-end, qu'est-ce que tu fais? Je suis venu pour lancer, en fait, j'étais starter des 24 heures du Mans. En gros, starter, c'est la personne qui s'agite, enfin, qui agite un drapeau et qui s'agite pour donner un peu le top départ du truc. Et je dois dire quand même que j'ai fait des choses assez dingues dans ma vie, mais ça fait partie des moments que j'ai vécu les plus mémorables. C'est-à-dire que, bon, après, j'étais comme un peu possédé, j'étais comme sur une sorte de boule de feu. Et je sais pas, voir tous ces mecs qui étaient là, les 64 pilotes, la concentration qu'il y avait, le dévouement, enfin, tu vois, la préparation physique, technique que j'ai pu voir, tu vois, les plus, c'est 100 000 personnes. Il y a un truc quand t'es là avec ton drapeau, tu te dis, putain, mais il y a une sorte d'énergie, de fusion c'est hallucinant, quoi. Ça m'a dépassé, quoi. Je me suis dit, bon, ça va être un truc assez fou, mais là, ça m'a saisi, quoi. J'étais très touché. Tu vois, on est tellement touché. Moi aussi, quand je t'ai vu. Ça sent, non? Oui, tous les deux, on était touchés. Peut-être. La voix aussi, hein, un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter quand même? Parce que... Oui, pardon, je m'appelle Pio Marmaille, je suis acteur. Je pense que... en 2 mots, c'est parfait. C'est ça, non? Ouais, c'est nickel. La moto, en fait, c'est dans ta vie depuis très très longtemps. Même avant que tu sois né, in fine. Oui. In fine, c'est-à-dire? In fine, non, in fine, quoi. Je sais pas, c'est juste que j'ai sorti in fine, ça sert à rien. C'est quoi l'histoire? Parce que ta maman était motarde. Ma mère était motarde, ouais. Elle était motarde. Et en fait, quand elle était enceinte de moi, elle roulait encore jusqu'à 6 mois, je pense. Donc j'étais déjà, en fait, plus ou moins, enfin, j'étais déjà en position fœtale, je dirais, mais sur une machine qui vibrait. Donc c'était, je sais pas si ça m'a transmis un truc, mais dès ce moment-là, je sais pas, enfin, en tout cas, j'ai toujours été fasciné par ça, enfin, en tout cas, par l'objet. L'objet, tu vois, le fait que ça, je sais pas comment dire, le fait de pouvoir monter dessus. Enfin, moi, j'ai eu des mobylettes, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais ouais, je pense que c'était un truc qui était un truc physique, tu vois, un truc qui était lié à ma mère, quoi. Donc c'est un truc, c'est forcément émouvant parce que ma mère est décédée, mais c'est un truc ça a toujours fait partie de ce que je suis, quoi.
Elle roulait sur quoi, par exemple? Parce que Elle avait une dans le contexte 250. aussi, une femme qui fait de la moto. Oui, dans les années 70-80, c'était un très truc de ouf. différent. Ouais, c'était assez fou, ouais. Elle frayait avec des bikers, enfin avec des mecs qui roulaient aussi en moto, plutôt en japonaise, pas en Harley. Et c'était la seule, tu vois, c'était la seule femme qui roulait en moto, en tout cas dans la région de Strasbourg. En rentrant dans le détail, dans la région de Strasbourg. Et c'était un truc, ouais, c'était assez singulier à l'époque. Elle avait une 250 Yamaha. J'ai une photo d'elle d'ailleurs où elle est à côté avec un cuir et tout, un cuir que j'ai gardé et que j'ai porté après quand je faisais les mobylettes. Et je me rappelle, je partais avec ma mobylette tout seul dans la forêt en essayant d'atteindre les 70 km/h. Et j'avais le cuir de ma mère et et je sais pas, c'est un truc que j'ai gardé, j'ai toujours avec moi d'ailleurs. T'avais l'impression d'avoir presque un pouvoir quand t'avais le cuir. Non, j'avais aucun pouvoir, direct. J'avais juste une veste en cuir, trop grande. Mais tu te sentais stylé, quoi. Ouais, grave, évidemment, je me sentais hyper stylé. Et en fait, je me rappelle très bien, un jour, je pars avec la mauve, parce que je transformais une mobilette comme un dingue. Je pars à l'aller avec le truc, je sais pas, je dois être à 90 km/h, et là, je pète la chaîne, en pleine forêt. Donc, je pousse la bécane, avec le cuir de ma mère en sudation américaine. J'avais tué, j'avais des litres de flotte qui sortaient par le truc. Et je me rappelle les mecs, il y avait des types qui m'avaient vu partir à l'aller, et au retour, ils me regardent, ils font. Ils ricaner, bref, encore une anecdote fascinante. Allez, passons à la suite. Donc, comment se fait justement la transition entre t'es dans le ventre de ta mère, t'as un contact avec la moto, mais qui est indirect, à tu mets les mains dans le cambouis, tu commences à bricoler tes petites mobylettes? En fait, je pense qu'on en avait parlé de ça. Moi, j'ai toujours eu le fantasme de me déplacer en moto, mais avec une petite caravane. Je te jure que c'est vrai. En fait, j'avais envie d'avoir à la fois le confort de la petite caravane, mais le véhicule mobilette, quoi. Donc quand je me disais, tiens, j'aimerais bien avoir, tu vois, un 103 par exemple, avec une petite boule caravane et derrière un espace où je peux me reposer. Ça, c'était un peu mon une espèce de fantasme que j'avais quand j'étais adolescent. Tu m'as dit quand même que c'était ton rêve ultime, parce que je t'ai posé la question de quoi tu rêvais quand tu étais jeune, et tu m'as directement raconté ça. Oui, c'était plus qu'un fantasme, c'était un rêve ultime, c'est ça. Et tirer une caravane derrière un 103. Que tu n'as jamais réalisé encore. Pas encore. Alors il faudrait, du coup, enfin techniquement j'y ai pensé. Je me suis dit, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de limites, je me suis dit, installer une boule caravane. En fait, il faudrait que j'ai une sorte de caravane, mais très légère. Enfin, par exemple, en balsa. Caravane en balsa. Peut-être qu'on pourra en parler plus tard, si ça t'intéresse. Oui, carrément. Parce qu'il faudrait, il faut pas non plus ça, bref. Non, mais bon, ça c'était mon rêve. Et ma mère ne voulait pas que j'ai de mobilette, parce qu'elle pensait que c'était trop dangereux. Donc ils m'ont offert un Solex. J'ai eu un Solex quand j'ai eu 14 ans. Et là, ça a été vraiment une sorte de découverte, tu vois, je dirais le fait, enfin c'est simple, c'est un truc de liberté en fait, de pouvoir, tu vois, de dire. En plus, moi, j'habitais pas au centre-ville de Strasbourg, j'habitais en banlieue. Donc il y avait un truc d'échapper, j'allais fumer des clopes en cachette, de faire du skateboard, je sais pas où, et j'allais dans la forêt avec mon Solex. Et je sais pas, c'était un truc de liberté en fait, profondément, d'avoir le sentiment de pouvoir aller exactement où je voulais, quand je voulais. C'est con ce que je dis, tu vois, mais c'est quand tu découvres cette sensation-là. Non, c'est pas con, ça a du sens, mais Ouais. en plus, toi, j'ai l'impression que c'est vraiment concentré sur le 2 roues. Le 4 roues, ça te faisait pas grand-chose. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai pas eu de voiture pendant des années. Enfin, j'ai eu des voitures un peu claquées, quoi, qui m'intéressaient pas forcément. Maintenant, je me suis acheté une 205 cabriolet. Fantastique voiture. Franchement, je dois te dire que là, mec, déjà le capital sympathie. Voilà. Capital sympathie, je suis arrivé. Ça a été le capital sympathie de cette bagnole. Et en fait, je me rends compte que, alors c'est encore un truc un peu niais ce que je dis, mais tu sais, quand tu roules dans une bagnole qui n'a pas de toit, je redouble pas un peu les sensations de la moto, mais j'ai un défilement qui est un peu similaire. T'as plus de contact avec ton environnement. Exactement. Voilà. C'est pas exactement pareil, on va pas se mentir, mais je me sens pas très à l'aise en fait. Quand je conduis dans une caisse, comme j'ai pas le contact au vent et la sensation, le truc c'est pas le même, le système de déplacement n'est pas le même, enfin la sensation n'est pas la même. Et j'aime pas ça en fait. Vraiment, c'est un truc qui ne m'est pas agréable. J'ai l'impression, je sais pas, et du coup, c'est pas plus mal parce que ça me fait faire des économies d'une certaine manière. C'est-à-dire que si j'avais une espèce de passion pour les véhicules, je pense que, pour les motos, pas pour les voitures, ça pourrait me coûter une fortune. Or, c'est pas mon, je suis quelqu'un de très pingant. Je suis très proche de mes sous. Je garde. Tu l'évoquais un peu tout à l'heure, le fait que t'aies très vite bricolé tes motos. Ouais. Comment c'est arrivé ce contact avec la mécanique? En tout cas, au-delà de la mobilette tirée et tractée derrière pardon, au-delà de la caravane tractée, c'était l'idée du 2 roues, ça a toujours été en lien profond avec le fait de fabriquer, en tout cas de savoir comment ça fonctionne
de découvrir un peu le système de la mécanique, de comprendre un peu ce qui se passe et ensuite de le transformer, de faire quelque chose qui va faire que cette moto, que ce Solex ou que cette mobilette devienne singulier. Ça, c'est l'idée. Et que je le fasse moi-même. Ça, c'est un truc qui était qui est indispensable en tout cas, qui est apparu assez tôt. Donc, au début, c'était juste une question, tu vois, de modifier le guidon pour le serrer le plus. Enfin, c'était toutes petites choses. Mais j'avais la sensation que ma mobilette, du coup, devenait unique, singulière, et que c'est moi qui le faisais. Enfin, il y avait un truc, je sais pas, de ressenti. Ça, c'était vraiment les prémices. Après, j'ai appris à souder, tout ça. Après, j'ai commencé j'ai eu un bouclard et tout, c'était encore autre chose. Fabriquer une moto, enfin, en tout cas, participer à la fabrication d'un véhicule, faire une ligne d'échappement, c'est sûr que voilà, c'est une sorte d'aboutissement de travail, de technicité qui arrive avec le temps. Mais au début, ouais, c'est parti de ça, en fait. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être parce que les véhicules d'origine m'ont jamais vraiment intéressé, et que j'ai besoin, moi, de m'emparer de quelque chose. C'est peut-être lié aussi à mon travail, tu vois, en tout cas, je sais pas, d'incarner quelque chose. Enfin, je sais pas, le parallèle est peut-être un peu claqué au sol, tu me diras. T'avais pas fait un premier stage assez jeune, encore à Strasbourg, justement dans un garage pour... C'était une sorte de un stage, mais c'était dans un garage qui s'appelait L'Affaire à faire, qui recyclait, enfin retapait des vélos. Et en fait, moi, je participais à ça, donc j'aidais le mec qui avait ce garage pour... je l'aidais à travailler sur des vélos, et en échange, il me donnait des pièces pour mon 103, le fameux 103, le fameux, dont la chaîne avait pété. Et donc, voilà, je récupérais des pièces, et j'ai commencé à modifier, en tout cas, à travailler sur les moteurs là-bas, ouais, sur le 103. Donc c'est-à-dire que le but à ce moment-là, c'était d'avoir le 103 le plus puissant de Strasbourg, voire de l'Alsace. Le plus puissant. Et je dois dire quand même qu'avec le recul, c'était un cylindre Bidalo de compression. Ça tournait bien quand même, hein. Carbu 17.5 avec la pipe à boîte à clapper et tout là. Un pot de lanceur, je sais plus ce que c'était le pot. Ça devait être un Bidalo. Non, c'est pas Bidalo. Non, c'était un pot Kenji, je sais plus. Enfin, bref. Et ouais, ça tirait bien, ouais, ça roulait bien, ouais. Pas mal. À ce moment-là, tu as déjà commencé l'acting. C'est quoi le contexte, en fait? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais avec le théâtre, avec le cinéma. J'avais parce qu'en même temps, il y a des individus qui s'approchent de nous. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ils nous regardent. Ils nous observent, ok. Globalement, ouais. Dis-moi. Oui, ton rapport avec le cinéma, avec le théâtre, comment il s'établit ce lien finalement? Entre la moto et le théâtre ou Non, vraiment vraiment de base. À ce moment-là, donc tu as une quinzaine d'années hein, quand Ouais. on parle du Bah, bricolage. mes parents travaillaient à l'opéra de Strasbourg. Ma mère était costumière là-bas. Mon père scénographe, donc il faisait des décors, il bossait pour Arte aussi. Donc moi je faisais en fait beaucoup de figuration à l'opéra pendant des ballets lyriques, enfin pendant des pièces lyriques chantées. Et assez tôt en fait, j'ai eu un rapport en fait au plateau, je dirais. C'est un endroit où je me sentais assez bien en fait, tu vois. J'étais un peu je me trouvais au bon endroit, je sais pas comment dire, et j'ai toujours pris du plaisir à faire des fripouilleries, enfin des conneries, tu vois, je sais pas comment dire, des fripouilleries, tu vois. Non mais c'est ça. Trop bien. Et je sais pas, et puis à un moment j'ai compris qu'en fait ça pouvait être un métier et qu'on pouvait en fait vivre de ça. Donc après c'était évidemment le début. J'ai fait une option théâtre au lycée, et là ça a fondamentalement changé mon rapport au travail d'acteur, parce que là je me suis rendu compte, voilà, c'était pas que simplement faire des bêtises. On pouvait aussi faire, c'est un travail collectif avec des partenaires. J'ai découvert la langue aussi, en tout cas la poésie, les mots en fait, la charge de ce qu'on dit. Et ça paraît con, mais c'est vrai que c'est beau. C'est comme quand enfin, je sais pas comment dire, mais quand tu te rends compte que ce que tu dis peut être assez beau, comme sur un plateau ou dans un film ou quoi, c'est touchant, quoi. C'est une sorte d'une ouverture intellectuelle et émotionnelle assez dingue. Et au fond, je suis pas le genre de mec qui va faire un parallèle entre le cinéma et la moto. Ça serait complètement aberrant. Je préférais faire un parallèle entre le cinéma et la mobilette tractée, enfin la caravane tractée. Je vais y venir. Donc c'est le moment finalement. En fait, c'est exactement pareil. Si tu veux, le cinéma et une mobilette qui tracte une caravane, c'est plus ou moins la même chose. Tu avais dit que ça serait la thématique de l'épisode, j'en étais sûr, hein. J'en étais absolument sûr. Mais donc c'est le moment où ce rêve de mobilette qui tracte une caravane devient le rêve de devenir comédien. Enfin, ça veut pas dire que tu as abandonné la caravane. Est-ce que tu pensais un jour poser ce genre de questions? Non, jamais. Dans ta vie? Absolument jamais. D'accord. Absolument jamais. Non, mais c'est-à-dire que... Attends, je me suis un peu perdu. Du coup, tu sais quoi la question là? Oui. Parce que T'es trop bizarre en même temps. T'es trop weird aussi. Oui, est-ce que c'est le moment où donc ton rêve d'enfant, c'était donc de tracter cette fameuse caravane avec 703. Ouais. Est-ce que quand tu commences à vraiment te dire comédien, ça peut devenir un métier, est-ce qu'à ce moment-là, ton vrai rêve devient je veux être comédien? Ouais, en tout cas, ouais. Au lycée,
En fait, on m'a dit au lycée, Pio, ce serait peut-être pas mal que tu continues à faire ça après. Oui, c'est là que je me suis rendu compte que oui, ça pouvait être un métier. Enfin, je le voyais bien, mais je me suis dit, bon, après, c'est risqué parce que ça veut dire que enfin, moi, je suis sorti du lycée, j'étais en Italie, j'ai fait du masque, la Commedia dell'arte. Et après, et après, je suis allé j'ai travaillé, j'ai fait une école de préparation de concours pour faire une grande école pour rentrer en école nationale supérieure. Ben, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Tu fais une école, tu prépares des concours, comme le conservatoire, Strasbourg. Moi, j'ai fait Saint-Étienne. Donc, il y a 3 tours, en gros, il y a 1000 candidats et il y a 10 places. Il y a 5 garçons, 5 filles. Et après, pendant 3 ans, tu restes dans une école, une formation géniale, tu vois, c'est le service public. Et c'est absolument fascinant. C'est des écoles qui sont gratuites et tu as la possibilité d'être formé par plein d'intervenants différents. Et c'est vraiment une sorte de laboratoire. C'est un truc c'est assez fascinant. Donc, du coup, tu as le temps d'explorer des choses. T'es pas dans la même efficacité que tu as sur un plateau. Tu peux aller à l'échec, tu peux t'autoriser d'être mauvais. Et ça, c'est un truc qu'on m'a appris. C'est-à-dire ne pas avoir peur de prendre le temps de rater les choses. C'est très important, enfin, je crois, même dans mon rapport au monde aujourd'hui, en tout cas, de pas être tout le temps dans l'efficacité, le rendement en permanence, le droit un peu au retrait, quoi. Bref. Et donc, j'ai appris ça à Peut-être l'école. moins robotique, tu veux dire. Exactement. Mm. En tout cas, d'avoir un peu déjà, et aussi de dire je, par exemple, tu vois, de pas dire on, enfin, je sais pas quoi, c'était une espèce ça a été 3 ans qui m'ont vraiment atteint, quoi, qui m'ont transformé, qui ont fait la personne que je suis, je dirais, aujourd'hui. Artistiquement et humainement, ça m'a vraiment beaucoup atteint. Et donc, je me suis dit, ouais, enfin, voilà, donc je passe un peu dans tous les sens, hein, tu me dis. Si Non, c'est trop intéressant, justement. Mais effectivement, là, je me suis dit, ouais, ok, ça, c'est mon métier et c'est ce que je veux profondément faire. Et alors, quand j'étais à Saint-Étienne, moi, j'ai passé le permis de moto directement à 18 ans. T'as eu une moto directe? Mes parents ils m'ont offert une moto. C'était quoi? Une Harley Davidson, boîte 4, 883, stroké en 1200, de 89. Alors, c'était elle n'était pas très chère. Je crois que cette moto coûtait 4000 balles. Enfin, je veux dire, pour une Harley, je veux dire, parce que les prix peuvent très vite monter, machin. Et par contre, je vais te dire un truc, hein. Quand je suis monté sur cette moto, la première fois de ma vie, c'est un sporteur de base, hein. Putain, rien que d'y penser, enfin, je sais pas comment dire. J'ai vraiment j'ai cru que j'étais dans un espèce de rêve, quoi. Tu vois, je sais pas comment dire. Je me dis, mais ce véhicule c'est ma moto, quoi. Je sais pas comment dire. Et ça m'a vraiment, je suis monté dessus, les vibrations. Moi, j'ai toujours été dans l'Harley. L'Harley, j'étais dans le shop, dans les shoppers, là, à outrance. Et je sais pas comment dire. C'est vraiment, le moteur qui était monté en direct sur le cadre. Je sais pas comment c'est, la vibration, la machine qui démarre, je sais pas, il y avait un truc. Et là, après, j'ai une fascination, évidemment, pour les B-movies, pour les films des années 70. De la shop culture, je parle pas que d'Easy Rider, mais plein de trucs sur les rouges et blancs, enfin sur les Los Angeles. Enfin, il y a une espèce de cinématographie qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment cette période un petit peu beatnik, de mecs un peu excessifs, et qui raconte un peu ça. C'est-à-dire, c'est des parcours de vie un peu dingues, et c'est toujours en lien avec la moto, bref. Et donc, cette moto était devant moi, et je sais pas comment dire, c'est con, il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres, c'est normal. Mais moi, ça m'a bouleversé. Et franchement, c'est une sensation que je n'oublierai jamais. Enfin, je sais pas comment dire. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me déplace autant en deux roues, que j'ai une fascination pour les motos. Et après, donc, je me suis dit, bon, il y a ça qui est devant moi, c'est un Sportster, machin, stock. Et je me suis dit, j'adorerais pouvoir, plus tard, enfin, en tout cas, par exemple, je sais pas, fabriquer un réservoir ou tu vois, une ligne d'échappement, je sais pas quoi, mais sans même me dire, je vais être capable de le faire. Et en fait, c'est en me disant, bah, écoute, je vais essayer de le faire. Donc, j'ai commencé à souder au MIG, au rouleau et tout. Et puis je me suis dit, attends, t'as quelqu'un qui t'a initié à ça ou tu t'y es vraiment mis tout seul? Non, je m'y suis mis un peu. Je m'y suis mis un peu tout seul. Je pense que le déclencheur, c'était un mec donc là où on avait acheté cette Harley, qui était un mec qui s'appelle Cyril, qui avait un bouclard qui s'appelle Art of Racer, qui était à Darstein, à côté de Strasbourg. Et il a été dans le top 10 des préparateurs mondiaux au tout début des compétitions, je dirais dans les années 2000. Et donc je voyais qu'il, je sais pas, il était enfin en tout cas il fabriquait, il avait une technicité hyper impressionnante. Et je parlais avec lui en fait, et je voyais les shops qu'il faisait, les bécanes que je voyais, machin, les Heipinger, les fourches de 2,50 m de long, tu vois. Je me disais, mais c'est quoi ces trucs, tu vois, c'est complètement, c'est fou, tu vois. En plus, il avait un hot rod, je me rappelle très bien, il avait un hot rod, un Roach, un Ford 32, vert pailleté, donc je rentre là-dedans, j'avais 18 ans, tu vois. Et je vois ces mecs avec des fourches de Springer démoniaques et tout, avec des roues de 21, de 23, avec l'arrière des roues de 16. Et je connaissais pas encore les codes, je n'avais pas fait la différence entre un bobber, un shop et tout, ni les angles de four, enfin les angles de colonne et tout. J'étais juste, je débarquais là-dedans, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux vivre, en fait, c'est ça que je veux.
c'est pas, je sais pas comment dire, alors, j'adore la Xantière, hein, c'est bon, voilà. J'adore la Xantière, j'adore les safranes, il y a pas de problème. C'est Xara, Mais tu vois, moi j'adore la Xara. j'adore les Zara, mais on va pas se mentir, moi quand j'ai vu un shop avec une fourche de 2 mètres, je me suis dit, en fait, c'est ça la vie, quoi. Je montais là-dessus, rouler avec une moto qui n'a pas de frein, prendre tous les risques. Non mais c'est vrai en plus, tu vois, C'est vrai, prendre tous les risques et fuck you all en fait, fuck the world, tu vois, c'était ça. Donc je vois ça et je me suis dit, mais en fait Pio, bah c'est ça, ce sera ce genre de moto que tu vas rouler. Et c'est ce qui est arrivé après, oui, c'est ce que j'ai fabriqué après. Enfin en tout cas j'ai participé à la fabrication de véhicules. Il n'y a pas une histoire, parce que on va pas parler de tous les films que tu as fait, parce que tu en as fait vraiment beaucoup, tu as été très productif, mais il y a un film, tu m'avais expliqué, qui a vraiment, on va dire, eu un avant-après, c'est Le premier jour du reste de ta vie. Ouais. Donc en 2008, à ce moment-là, t'as quoi Bah, c'est le deuxième film que je fais, c'est pas le deuxième film. C'est un peu mon premier film. J'avais fait un autre film avant, pardon, je suis coupé. Non, vas-y, si, je t'en prie. J'avais fait un autre film avant qui s'appelait Didine, donc j'avais vraiment un rôle très petit, quoi. Et je passe un casting justement pour faire ce film, Le premier jour du reste de ta vie. Et à l'époque, Rémi Besançon, je sais qu'il avait déjà casté les autres personnages. Enfin, en tout cas, dans la famille, on est 5. Et la production était plus cool avec lui pour trouver le dernier acteur. Et donc, il dit, bah, je vais faire passer un casting à des gens. Je passe le casting et j'ai le rôle, quoi. Mais je me rendais pas du coup tout compte de ce que à l'époque, je travaillais au théâtre. J'étais pas du tout je voulais pas faire des films. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Je voulais travailler au théâtre, tu vois, au plateau. Et j'ai ce film, mais je me rends pas compte que ça va bouleverser ma vie. Tu vois, je me rends pas compte qu'après, je vais en faire mon métier. Est-ce que t'es déjà bien établi dans le théâtre? Tu vis bien. Plus ou moins, en tout cas. Enfin, oui, enfin, en tout cas, j'avais du travail, j'avais du boulot, je travaillais avec des bons metteurs en scène. Enfin, en tout cas, j'estimais que je me sentais à l'aise, quoi. Et on arrive, on fait ce film, et donc je découvre, tu vois, un peu la même manière dont je t'ai parlé tout à l'heure quand je rentre chez Cyril Art of Fraser, tu vois, où je vois les trucs. Je découvre, en fait, un savoir-faire, des techniciens, des mecs qui sont derrière une caméra, des machinistes, des électros. Et je me dis, mais attends, mais et surtout, je joue à l'extérieur. Quand tu joues au théâtre, c'est forcément dans un théâtre. Et le simple fait de sortir, en fait, de la zone de jeu, donc de confort et d'expérimenter un autre endroit, c'était déjà pour moi nouveau, quoi. Et je suis toujours quelqu'un qui a besoin, j'ai besoin d'avancer, en fait. L'intranquillité, c'est un truc qui me caractérise. Le fait de sortir de ta zone de confort. Ouais, exactement. Je déteste être dans un truc installé. Quelque chose que je trouve trop confortable, trop arrêté, enfin, en tout cas, ça n'est pas un moteur, quoi. Et donc, je découvre ça. Et après, et le film, après, a eu un succès assez important. J'ai été nommé au César pour la première fois comme meilleur espoir, que je n'ai évidemment pas eu, on va pas se mentir. Par ici. Enfin, c'est déjà je l'ai d'ailleurs jamais eu. C'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire, mais je percute pas, tu vois. Et derrière, on me propose de faire d'autres films. Et là, c'est parti. Et c'est là où le lien, c'est très bizarre mon lien, mais il y a le film Bazar derrière. Ouais. Donc c'est l'année suivante, si je dis pas de bêtises. Oui. Et c'est pas là où justement. Et donc voilà. Alors là, pendant les gens vont nous prendre pour des fous. Les gens vont nous prendre pour des fous. Bien évidemment. Et donc à ce moment-là, je travaille en Suisse et je joue un sorte de plasticien dans mon souvenir. Et donc je devais fabriquer des espèces d'objets, des œuvres d'art pour le film. Et les gens de la télévision en Suisse m'ont appris à souder au TIG. Le TIG, c'est un autre système de soudage. Le MIG, si tu veux, c'est toujours pareil. Hein, c'est la matière que tu fais chauffer. Contact électrique, si tu veux, avec un métal d'apport. Soit tu rajoutes du gaz pour que ça prenne mieux, genre de l'argon, par exemple. Et en fait, là, plutôt que d'avoir une gâchette avec un fil qui se déroule, tu as une torche et tu rajoutes toi-même. Donc ça permet d'avoir des soudures qui sont beaucoup plus fines. Et c'est plus technique, j'imagine. Plus technique, mais beaucoup plus. Tu peux vraiment. Enfin, c'est un travail vraiment de précision, de carrosserie, je dirais. Tu peux travailler sur la tôle, là, c'est très très fine. Et je découvre ça, et à l'époque, en plus, je soudais sur de l'aluminium, donc c'était encore plus délicat. Après, j'ai fait que du métal. Alors, vraiment dans le détail même de la matière. de la matière et de la caravane. Caravane pratique. Il faut vraiment imaginer l'Airstream qui est full métal. Hein. Nous, dans ton imaginaire, c'était ça en tout cas. Ce que je c'était un peu ça. On y reviendra. Moi, c'est ce que j'ai marqué. Le fil rouge, c'est cette caravane. Il y a marqué Airstream partout. Tu vois pas mes notes, mais il n'y a que ça. Et donc, ils m'apprennent à souder et je me dis, putain, mais c'est génial. Enfin, je sais pas comment dire. Donc là, je découvre un nouveau truc. Et quand je rentre à Paris, j'achète un poste à souder. Mais je soudais pas encore au gaz. Donc j'ai essayé de souder un peu, ça marchait pas bien. J'avais des bouteilles de gaz jetables et après je vais chez gaz liquide, je prends une concession, machin. J'avais de l'argon et j'ai commencé à le faire en fait. Et en fait, en le faisant, que tu techniquement, tu gagnes en savoir-faire. Donc je faisais en fait des lignes, quoi. Je prenais des tôles et je les collais, tu vois. Et après je faisais mon cordon et là, je faisais ça pendant des heures.
C'est vrai que je fais ça, putain. En fait, c'était un peu. J'étais chez WAM à Bondy, tout seul, en écoutant du rock. Comme ça. J'étais dans mon petit garage et je soudais pendant des heures comme ça. Et avec le recul, je me dis, mais putain, mais tu. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de. C'est très bizarre ce que je vais te dire. Je vais peut-être trop loin, mais une espèce de méditation, tu sais, dans le Oui, rapport mais à la justement. matière par rapport à ce que tu fais qui est très immatériel. On en a parlé de ça. En fait, si tu veux, quand tu fabriques un film, quand tu participes à ça, déjà, il y a un esprit, un truc collectif que je trouve assez génial. Parce que c'est vraiment, il faut qu'il y ait une sorte de. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait 80 personnes qui bossent ensemble et qui, au moment T, font que ça fonctionne. Donc, c'est aussi pour ça, je trouve que c'est assez beau, je trouve, déjà, l'idée même de fabriquer une œuvre, en tout cas, un film, collectivement. Et en fait, putain, attends, je me suis un peu perdu. La différence entre le rapport concret à la matière. Et en fait, si tu veux, c'est totalement impalpable. C'est que je joue quelque chose qui ne m'appartient plus à partir du moment où c'est ancré dans une pellicule ou dans une carte SD. Et en fait, quand tu fabriques quelque chose, quand tu soudes, c'est con, hein, mais quand tu vois ton cordon de soudure, quand tu vois ta ligne d'échappement que tu as fabriquée, c'est concret, c'est un truc que tu vois devant toi, que tu as fabriqué avec tes mains. Et c'est toujours un truc dont on en parlait tout à l'heure, mais tu sais, le rapport en fait concret à la matière, en fait, tu vois, au truc que tu touches. Et je sais pas, en fin de journée, quand j'avais fabriqué une ligne d'échappement je me rappelle très bien, pour un choc que j'avais fait, je vois le truc, je démarre la moto, je vois que le gaz d'échappement sort par ce tube que j'ai fabriqué, je me dis, ah, bah, c'est moi qui ai fabriqué ce truc-là. Alors que dans un film, c'est très délicat. Enfin, en tout cas, je trouve que les deux sont assez complémentaires. Pour moi, c'est un truc qui va, l'un va avec l'autre. J'ai besoin d'avoir quelque chose d'assez, de physique, en fait, tu vois, d'un truc qui me comble, qui remplisse un truc qui ne se remplit pas ailleurs. Je sais pas si c'est clair. Si, moi, c'est un espèce de vase communicant. Tu parlais de vase communicant, ouais. Tu parlais de fabriquer un échappement. Oui. Pour tu autant, expliques comment ça se fabrique? Non, j'allais faire une transition encore chelou. Vas-y. À ce moment-là, et c'est pas le moment où tu achètes une Ducati 750 SS qui justement est en échappement libre. Quel échec. Alors ça, c'était un échec terrible. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je commençais à faire des films, j'avais un peu de blé. Et je me dis, tiens, j'avais toujours un Sportster, j'ai toujours roulé en Sportster. Et je me dis, bah tiens, j'aimerais bien m'acheter c'était une 900 SS. Ah, c'est 900. Et je me dis, tiens, j'ai acheté une Ducati, tu vois. Bon, j'avais aucune connaissance des motos, enfin, même des guidons bracelets. J'achète une sorte de Ducati, mais avec un polypiste, avec une espèce d'éclairage, claqué au sol, machin, avec un échappement, mec. Mais c'était un tube, un son de malade. Et je me dis, mais c'est génial, tout ça. Et je prends la machine. Je me rappelle très bien, je pars de Bondy. Non, j'habite à Bondy. Je prends la bécane, je dis, putain, un truc qui ronfle, il fait un boucan de malade. Et j'arrive à Nation, et là, qu'est-ce que je vois? Donc c'est place à Paris, ouais. Ouais, place à Nation, police. Le mec, il me fout directement sur le côté. Première sortie, hein. Première fois que je touche le véhicule. Rac, il me met sur le côté, il me dit, mon pote, tu vas passer, tu vas casquer mon petit pote. Donc je dis, ok, donc là, j'ai compris. Là, oui, on n'est pas, voilà. Donc je dis, voilà, je l'ai acheté comme ça, enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc j'ai dû remettre la moto en origine pour pouvoir la récupérer. Tu l'as racheté. Donc en fait, ça m'a fouté 2 fois le prix. Pour genre 500 mètres, enfin je sais pas quoi, genre 2 km 5, arrestation, 4 fois le prix, ciao, merci, au revoir. Et moto que j'ai revendue, évidemment, une misère. J'ai quand même l'art, des fois, je peux mentir. Je n'ai pas un sens aigu des affaires, on va pas se mentir. Des fois j'ai acheté des motos par passion qui coûtaient un peu d'argent que après je revendais, mais c'est pas facile de gagner de l'argent en fait en revente. Je sais pas si c'était pareil que moi. Non, moi ça va. Toi ça. Ah ouais. Non, je te jure, ça va. Je suis toujours bien sorti. Ok. Mais moi aussi, je m'en suis bien sorti, évidemment. Non, mais évidemment. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Hein. Mais tu te payes ton kiff. C'est ça qui est cool. Exactement. En fait, c'est ça qui est délicieux. C'est de te dire, c'est un objet sur lequel tu as fantasmé longtemps. Enfin bref, là, on part encore dans une autre direction. Mais juste pour l'imaginer, ta 900 SS. C'était quoi? C'était une lampe torche que tu avais mis en termes d'éclairage? Non, c'était un xénon. Ça s'appelle un feu xénon. Ok. Et en gros, c'est vraiment, c'est une moto comme ça. En gros, avec un poly, tu vois, c'est un polypiste. Ouais. Il y avait pas, ça c'est des motos pour faire de l'endurance, donc t'as forcément un feu avant pour que tu puisses voir la nuit. Tout à fait. Ça, tu l'avais même pas. Enfin, voir la nuit. Aucun feu. Il y avait que dalle. C'est-à-dire que c'était vraiment un poly comme ça, et avec en dessous, ici, il y avait un petit feu xénon, qui éclairait évidemment, je pense, à 30 cm. Donc tu vois, tu roules et en plus, t'avais un échappement, mais vraiment, je suis sûr, c'est vrai. C'était un tube avec, je pense, une petite cartouchette comme ça, vaguement avec un morceau de PQ à l'intérieur, pour essayer de faire croire que c'était pour essayer d'atténuer un peu la puissance. Et mon pote, quand t'as une Ducati en échappement libre, place de la Nation, j'ai dit, là, accroche-toi. C'est quand même, il y a écrit vraiment, arrêtez-moi tout de suite.
et faites-moi payer l'amende. Chose que j'ai fait. Après cette moto, donc tu la revends. Échec. Énorme échec. Tu passes sur quoi? Et après, attends. Après, je crois qu'à un moment, j'ai eu une période un peu Husqvarna. Je roule un peu en supermoto. Pareil. À quoi bon mettre un échappement puisqu'on peut rouler avec un truc en échappement libre et faire chier tout le monde. Donc c'était encore l'époque. En fait, à l'époque, c'est marrant. Quand j'étais plus jeune, je voulais que mes motos fassent du bruit. Je sais pas pourquoi. J'avais vraiment. Pour moi, je me disais, mais si c'est une moto, il faut que je l'entende. Il faut que tout le monde entende mon véhicule. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, c'était une espèce de truc qui me caractérisait. Et en fait, aujourd'hui, ça m'est complètement égal. D'ailleurs, mes motos font absolument pas de bruit. Mais j'avais besoin de, je sais pas, c'était un truc j'avais besoin que ça fasse du bruit. Donc, j'achète un Husqvarna. Pareil, arrestation de police 50 000 fois. Trop de bruit, évidemment, trop de bruit. Puis j'ai roulé debout, je faisais des wheelings. Enfin, je suis pas. Alors, attention, je ne suis pas un casse-cou. J'ai essayé de faire un peu des wheelings, mais c'était des wheelings. J'ai tenté de faire des wheelings. Et c'était un Husqvarna, c'était un 510 Supermoto. Très bonne machine. Tape-cul. Enfin, en gros, c'est un bout de bois, en fait. Hein. Un bout de bois. C'est tout droit comme ça. Hein. Tout droit. C'est une planche. Tout droit. Je pense que la batterie, franchement, si vous pouvez faire plus petit, faites encore plus petit, comme ça, vraiment, pour démarrer, c'est vraiment pratique. Dès que t'es à moins de 12 volts, bah, ça démarre absolument pas. Donc, j'ai eu un Husqvarna. Et après, je suis plutôt resté, en fait, dans la Harley. J'ai acheté des anciennes, des motos, j'ai commencé à acheter des Chevrolet, des machins comme ça, des bases moteurs, en tout cas, toujours à carburateur, hein, je précise. J'ai pas de moto à injection. Maintenant, oui. Mais je voulais absolument pouvoir régler moi-même les problématiques si tant est qu'il y en ait. Parce que c'est moi qui fais mes vidanges, qui fait mon entretien de véhicule. Un peu moins maintenant parce que si. Mais ça fait partie du truc, en fait. J'ai besoin de m'approprier l'objet, enfin, en tout cas, de savoir, tu vois, de faire l'attention, enfin, je sais pas, d'entretien, quoi. Parce que j'ai une plus grande confiance dans mon véhicule. Et je veux aussi préciser le fait que tu es allé quand même loin dans ta démarche, parce que tu as carrément créé un garage. Oui. C'était pas juste comme beaucoup d'amateurs, tu sais, qui bricolent dans leur garage personnel. Ouais. Toi, t'es... Oui, après, j'ai créé un garage, ouais. Et donc là, on est en quelle année? T'as quoi? T'as une trentaine d'années? Un peu moins? Alors, au début, je travaillais avec des copains, mais de manière amateur, quoi. Et en fait, à un moment, je sais que c'était pour une moto. En fait, j'avais fabriqué en fait, j'avais un cadre d'XS 650 avec une fourche avec un angle assez prononcé. Et j'avais un réservoir, c'était un Peanuts. Et donc, je cherche quelqu'un pour faire la peinture de mon réservoir. Et j'ai un pote qui me dit, bah tiens, on va aller voir Alex Pavillon, qui vit à Montreuil, et il va te peindre le véhicule, enfin le réservoir. Et c'est là que j'ai rencontré Alex, qui est devenu après c'est un très très bon ami à moi, avec qui on a fait ce garage ensemble pendant des années. Comment il s'appelle le garage? Le garage de Monsieur Pickles. Monsieur Pickles étant un chat empaillé, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est quoi, c'est un traumatisme d'enfance? Non, c'était un cadeau de ma mère qui m'avait offert un chat empaillé. Voilà. Écoutez, voilà, qui sommes-nous pour juger? C'est un cadeau qui m'a fait, que j'ai toujours. C'est sûr que ça crée une atmosphère un peu singulière. C'est-à-dire que quand les gens viennent dans le bouclard et qu'ils voient ce chat empaillé, il y a un moment de flottement, un moment de doute, et puis un moment tu l'oublies. Hein. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Voilà, ce chat s'appelait Monsieur Pickles, et je me suis dit, tiens, je vais appeler ce garage le garage de Monsieur Pickles. Donc j'arrive chez Pavillon, et je lui dis, est-ce que tu peux me peindre le réservoir? Il fait non. Voilà, ça c'est notre rencontre. Et je me suis barré. Ça a été un échec. Et après, en fait, je suis revenu le voir, et on est devenus potes assez tout de suite. Et lui, il faisait déjà les shops. Il était vraiment dans la Harley, dans le chopper. Et on s'est dit, bah tiens, on a qu'à faire un truc ensemble, tu vois. Et on s'est associés, on a créé un garage, donc en fait, je sais pas comment dire, d'entretien, de fabrication, de customisation d'Harley. Et après, il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec nous. Enfin, il y a eu des roulements. Et en fait, j'ai commencé à bosser pour des clients. Je sais pas, on faisait des lignes d'échappement, des guidons, enfin, je sais pas comment ça, des garde-boue, des prépas, en fait. De l'entretien aussi de véhicules anciens. Et ça a duré quand même pendant 4 ans, je crois, 4-5 ans, un truc comme ça. Et donc j'avais, en fait, on avait une entreprise, quoi. Enfin, c'est un garage, quoi. Et moi, j'avais cette vie, cette stagiaire, donc j'allais au boulot, je faisais des films, je gagnais de l'argent pour m'acheter des machines-outils. Ça, c'était moi, je gagnais du fric pour m'acheter du cintreuse, tu vois, des trucs comme ça. Donc j'étais sur les plateaux comme ça, donc j'avais mon téléphone et je matais, j'étais sur les catalogues de machines techniques, en fait, de machines-outils. Et je me disais, putain, il faut absolument que je m'achète cette truc, il me faut absolument cette disqueuse. Donc je faisais ça, quoi. De toute façon, je vivais dans l'atelier, hein. Littéralement, je vivais dans un atelier.
C'était quoi le mood? C'est que tu tournais, t'allais les rejoindre le soir, par exemple? Ouais, c'est ça, j'arrivais le soir. À partir du vendredi soir, j'arrivais en général avec des bières, on va pas se mentir. J'arrivais le C'est soir. important pour le... Et buvez des bières, on va pas se mentir. Là, il faut arrêter de tourner autour du pot. Ça fait du bien, pas trop évidemment, mais c'est pas si mauvais que ça. Et donc, on arrivait là-bas, on parlait de... Enfin, je sais pas, on travaillait ensemble. Et c'est vrai que c'était tellement... Enfin, quand j'y repense, tu vois, c'était tellement éloigné de mon métier d'acteur, mais je sais pas pourquoi j'avais besoin de ça. Mais je sentais que j'étais un peu... C'était ta bulle de respiration un peu? Ouais, assez, ouais. Bulle de respiration et d'inventivité, tu vois, de création, assez importante. Et ça me permettait d'être dans un truc très concret que j'avais moins peut-être au cinéma. Et ça me ramène quand même un truc très... Tu sais, en termes d'orgueil et d'ego, faut faire attention, je pense, parce que quand tu fais des films, je pense qu'on peut très vite tomber dans quelque chose d'un peu d'orgueilleux et te dire, bah, en fait, je suis un peu au-dessus de la moyenne. En fait, non, c'est faux. Ça marche pas comme ça. Et le fait de faire tourner une boîte aussi, d'avoir un garage, de bosser avec mon équipe, ça m'a ramené un truc très concret. Et en fait, les mecs, bah, si tu fabriques pas ce véhicule, bah, il va pas rouler, en fait. Hein. Donc, t'as beau dire, je suis le meilleur du monde, mais en fait, non, mec, t'es absolument rien du tout. Fabrique le truc et après, on verra. Je parle un peu de manière véhémente. Hein. Non, il y a aucune... Si tu te sens agressé, tu me le dis. Mais c'est pas contre toi. Hein. Je me sens pas agressé. Hein. Je ne suis que l'instrument. Ouais. Le messager. Le messager de la mobilette. Et oui, donc en fait, voilà, ça m'apaisait déjà, et ça me mettait dans un... Je sais pas, j'avais pas que les films, en fait. J'étais pas que... il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que mon métier d'acteur. Il y avait autre chose derrière, quoi. Et c'est marrant parce que j'avais pas honte, mais je voulais que ça reste vraiment un peu... pas honte, c'est pas le mot, mais... C'était ton jardin secret un peu? Ouais, un petit peu, ouais. J'en parlais un peu, mais pas vraiment. Et puis, ça n'intéressait pas non plus les gens. Enfin, j'ai pas non plus envie de dire aux gens, bah écoute, tu connais pas, tu veux que je te montre ce shop? Moi, il y a plein de gens qui ne sont pas intéressés par les shoppers, et c'est pas grave. Mais déjà que c'est quand même une niche. Hein. Le shop, c'est quand même une niche dans la niche. C'est-à-dire que l'Harley, c'est quelque chose. Il y a différents types de fabrication, de possibilités de transformation. Moi, j'ai toujours fait des shoppers très fins. Pas du tout des gros gommards à l'arrière, des 300, des trucs comme ça. J'ai toujours fait des trucs de très, 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 le plus fin possible. Et relativement, je tendais vers l'élégance, enfin quelque chose d'un peu fin, quoi. Que je mettrai des photos, tu m'en enverras, et comme ça les gens jugeront. Oui, c'est ça. Et ça va être un beat terrible. Les gens vont dire, c'est monstrueux, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Voilà. Moi, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça plutôt élégant. Et tu le trouvais élégant, Allo? Voilà. Ouais, beaucoup d'enthousiasme. Très Pio, ouais, très. Mais oui, Pio. Oui, c'est beau. Est-ce que c'est... tu vas voir le switch un peu bizarre, mais tu m'as parlé d'un truc qui m'a beaucoup touché quand on a préparé l'épisode, justement par rapport à cette XS, c'est que cette moto, ça a été aussi presque une thérapie pour toi. Ouais, quand ma mère est décédée, ouais. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je venais de perdre ma mère, et je sais pas, j'avais besoin tu sais, au-delà de la douleur et de la violence de l'événement, j'avais besoin de trouver un espèce d'endroit qui me fasse sortir de cette violence, quoi. Enfin, de cet événement. Et en fait, le fait de fabriquer ce véhicule, enfin, j'ai vraiment travaillé dessus tout seul, tu vois, pendant le soir quand j'entrais. C'était une Yamaha 600 XS? Ouais, une XS 650. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça me... c'est soit je faisais ça, soit ça finissait mal. Tu vois, soit Ouais, donc thérapie, c'est je sombrais dans un truc très, 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 très violent, très dépressif. Et en fait, je sais pas comment te dire, mais ça m'a... Et puis, j'ai des amis qui m'ont aidé. Enfin, il y avait un truc vraiment de bienveillance, quoi. Et ça m'a... Je sais pas comment... Ouais, ça m'a un peu sauvé. C'est con, hein, peut-être. Non, tu vois, mais moi, ça m'a sauvé. Puis, je sais pas... Quelle période? J'étais un peu destructeur, quoi. J'étais un peu Tu l'as encore, cette moto? Bien sûr, je l'ai encore, ouais. J'ai gagné des prix, d'ailleurs, avec cette moto. Ok. Ouais, et je la gardais toute ma vie. C'est-à-dire que je ne la vendrai absolument, enfin, jamais. Et ouais, elle est vraiment chargée d'un truc. En fait, je déteste parler de ma vie en privé. Hein. C'est pas... Non, mais c'est ça. Mais effectivement, c'est plus un événement important, quoi. Et ouais. Je me souviens très bien de l'endroit où j'étais quand tu m'as raconté ça au téléphone. Je peux te dire que je m'en souviendrai un moment, parce que ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Et je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour... en fait, de trouver quelque chose qui permet de... Ça m'émue, c'est vraiment de parler de ça. De trouver quelque chose qui permet de combler ce truc de cet endroit de violence. Je sais pas, c'était moi. En tout cas, c'était ça. Ça faisait partie de ça. C'était cette moto.
La moto, tu parlais, tu l'associes à la liberté. Je te suis à 100%, le voyage. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de voyage? Parce que je sais que la moto, pour toi, c'est le voyage aussi. Alors, il y a un voyage. Je pense à un voyage au Danemark, par exemple. Le voyage au Danemark. Il y a quand même Alors, quelques histoires à raconter. Celui-ci, mon cochon, il était salé. C'est que là, l'idée, c'était... Ça, je peux pas tout te raconter. Non, Je resterai évasif, mais je vais quand même être un peu précis. L'idée étant de partir de Paris pour aller à l'ouverture d'un garage qui s'appelait les French Monkey, qui venait d'ouvrir leur garage à Copenhague. Ok. Partir en shop, arriver un samedi. Donc chopper, hein, Chopper. Enfin, j'avais un Sportster et je m'étais dit, il y en a là-dedans, hein. Je m'étais dit, à quoi bon garder des suspensions puisque je pourrais mettre des bouts de métal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets des morceaux, je mets des struts. Combien de kilomètres? Juste Paris. Ah, je sais pas, ça doit être 2000, un truc Ouais, comme ça. ouais, impeccable. Je me dis, Nickel. non, on va enlever les suspensions et on va mettre des bouts de métal. Et on y va. Donc je mets des bouts de métal, je te raconte le confort du véhicule. Mec, au bout de 50 mètres, je me suis dit, putain, mais quelle erreur, quel échec, puis quel échec, j'avais des douleurs, mec. Mais au bout de 50 mètres, j'ai dit, tu sais, sur les. Enfin bref, 2000 km. Je te raconte pas les endroits où on dormait, enfin, la clodo. Enfin, c'était vraiment hard au sardos. Évidemment, on n'avait absolument rien préparé. Enfin, en fait, en gros, on avait une map, on avait une carte, genre de l'Europe, il y avait un point et un autre point. Et on a dit, il faut aller de ce point-là à ce point-là. Et en gros, il y avait, je me rappelle très bien, on arrive, je sais plus, en haut de je sais plus quel pays, on devait prendre un ferry. Ça, c'était, on était éreintés, évidemment, parce qu'on errait un peu dans les trucs. Ici, il y avait pas de GPS, pas de téléphone, enfin, c'était routes, quoi. Enfin, ici, attends, je raconte. Et on arrive au point, et sur la carte, tout ce que je dis est vrai, non, mais c'est pas mal. Il y avait une espèce de petit pointillé comme ça, qui mettait genre ferry, pour aller plus haut. Donc, on arrive là-bas, dans une espèce de port, tu sais, de mecs qui font des super tankers, tu vois. Et on va voir un type qui avait une tronche, enfin, je pense qu'il devait bosser là depuis qu'il était môme. Et je lui dis, il y a un mode, et je dis, donc c'est où le ferry? Il me dit, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un seul ferry qui est parti d'ici pour aller au Danemark. Je lui dis, attends, mec, je viens de me taper 1500 bornes sur une bécane sans suspension. Je suis brisé, j'ai besoin d'aller au Danemark, mec. Où est le bateau? Il me dit, mais c'est à 300 km, c'est beaucoup plus haut. Donc là, je dis au gars, ok les mecs, on fait demi-tour. Donc là, on repart dans l'autre sens. On arrive au truc, on arrive au Danemark. On arrive là-bas. On arrive chez les French Monkey et on se dit, fallait quand même faire des photos. On est quand même venu pour faire un shooting photo de l'ouverture du garage pour le magazine Café Racer. Écoute l'histoire. On arrive, on dit au mec, bah écoutez, super, on passe quand faire les photos? Bah il dit, ah bah vous avez qu'à venir demain, ça va être cool, machin. Donc, pas de problème, cool, machin. Donc on part à l'hôtel, on pose les affaires, je sais plus ce qu'on fait, on va se balader, et puis on arrive le soir même, et en fait, le truc était fini. C'est-à-dire que l'événement qu'on devait photographier, c'était dans l'après-midi. Et le mec n'avait pas compris, il nous dit, bah venez demain. Vous avez... Donc ce dont on était venu pour photographier un événement, qu'on a réussi à rater, non mais c'était dingue, c'était lunaire. Je dis, mais attends, c'est une blague. J'ai dit, mais ils sont où les mecs? Ils sont partis. J'ai dit, mais attends. On est venu photographier la fête. Qu'est-ce qui se passe? On a tout foiré. Non, mais tout raté. Donc là, j'étais là. Je dis, mais c'est pas vrai. Putain, mais quelle bande. Donc on a fait des photos un peu de moto du coin, tu vois. Et après, évidemment, le retour. Bref, on a dormi dans un espèce d'hôtel. On dormait à 6 dans une chambre, je me rappelle. C'était la seule fois qu'on a dormi dans une chambre. Et en fait, on se rend pas compte, mais on va se coucher très tard. Et j'entends un mec qui commence à jouer de la trompette, tu vois. Juste en bas, mais genre à 1m50 de là où je dors. Et je dis, attends, c'est une blague? Et là, on se rend compte que c'était le jour du marathon de Copenhague et qu'il y avait une fanfare qui était sous notre fenêtre, qui jouait de la trompette, mon pote, au moment où on a commencé à essayer de se coucher. Donc j'arrive comme ça, à bout de je sais pas combien, tu sais, c'était la fête, quoi. Et le mec commence à jouer de la trompette. Je dis, mec, arrête de jouer de la trompette. Il me dit, non, mais je fais la fête. C'est cette langue que je comprends pas, tu vois, le danois. Et genre, en gros, laissez-moi jouer pour donner de la force aux marathoniens. Disons que les gens passaient, j'entendais. Tu vois, des mecs qui couraient, et je me suis dit, mais on est maudits, quoi. On a raté l'événement. J'ai le cul éclaté par la bécane. Et il y a un mec qui va jouer de la trompette au moment où je vais me coucher. Bref, il m'arrive des histoires, mec. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi par rapport à. Parce que vous avez dû traverser l'Allemagne, j'imagine? Tout ce que je viens de dire est faux, évidemment. C'est une histoire que j'ai inventée. Hein. Je suis pas aussi con qu'on elle. Vous êtes passé par l'Allemagne ou pas? Oui, dans mon souvenir. Enfin, c'est un peu flou. Hein. Est-ce qu'il y a pas une en tout cas, on est allé du point A au point B. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'était bien organisé. Et il y avait des petits tirets pour traverser quand il m'a dit, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un seul ferry partir d'ici pour le Danemark, j'étais comme ça.
Ok les mecs, nickel. Attends, je finis avec lui. Attends. Ouais, ok. 300 km de l'autre côté. Allez, ciao, je t'embrasse. Bisous. Bye. Fuvel. Ouais, mais c'était quelque chose. C'était épique. Excuse-moi. Et vraiment, mais Non, quel mais- bande de bracasses quand j'y pense. Bref. Par rapport à l'Allemagne, pourquoi je te racontais ça? Oui, c'est- l'Allemagne. Tu, Ah, l'Allemagne. tu as l'anecdote en tête par rapport à l'Allemagne, ce que tu Là, penses? oh, fantastique. C'est le même voyage ou pas? C'est le, bien sûr, Ouais, c'est le même c'est le voyage. Le voyage des pieds nickelés. Il y avait un pote à moi on avait quand même pris une camionnette. En fait, c'est au cas où il y avait un problème avec les motos. Organisation toujours. Safety first. Safety first. J'avais un Kangoo à l'époque. Non, c'était pas un Kangoo, c'était un Jumpy à l'époque. Et donc, on est sur un échangeur. En gros, on communiquait avec des Nokia 3310. C'est comme ça, il y avait que ça à l'époque. On est sur un échangeur. Je sais plus où c'est, genre, en Bourg, je sais pas quoi. C'est le genre de truc où il y a 1500 directions différentes. Tu te merdes, c'est fini. Tu sais, c'est genre, te merde pas, mec. C'est le moment. C'est le moment. C'est genre, on a la carte, on a les 2 petits points là, et on se dit, là maintenant, tu vois, c'est genre cette direction-là. Évidemment, on se merde. Évidemment, ça merde. On part à gauche, lui part à droite, tu vois. On part à gauche, je dis, merde, putain, Booba, merde, mais où es-tu? Machin. Donc là, je me dis, putain, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que lui, il part, évidemment, il n'a pas de carte. La seule personne qui a la carte, avec les 2 petits points à l'étirer, c'est moi. Donc, je me dis, merde, je sais pas où il va aller. On s'arrête dans une station-service, au bout, je sais pas, 40 bornes. Je dis, putain, c'est pas vrai, là, on l'a du père. Le téléphone sonne, 3310. Je décroche. Ouais, les mecs, c'est Booba, écoutez-moi bien. Je suis sorti, j'ai plus de batterie, je dis ça. Je n'ai plus de batterie. Je suis sorti à la sortie à Schloss. Et il raccroche. Et ça coupe. Et en fait, le mot Honshu, ça je sais plus quoi. Je crois que c'est Auswart. Je suis ouais. sorti à la sortie à Auswart. Et en fait, à Auswart, ça veut dire sortie. Il me dit, les mecs, je n'ai plus de piles. Faites gaffe, retenez bien l'info. Je suis sorti à la sortie. Boum, terminé. Je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. Je me dis, c'est une malédiction ce voyage. Le mec, il te dit, je suis sorti à la sortie. Sorti au milieu de nu. Avec des camions partout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être le seul moment où on a eu un coup de peau de dingue. Quelle histoire. Bougez pas, je l'ai au téléphone, il va nous dire où est-ce qu'il est sorti. Il est sorti à la sortie. Boum, terminé. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est donc dans cette station-service. Et qui passe, par hasard, avec le Jumpy? Boum. Et je lui fais, putain. Et il est arrivé, et on est reparti. Enfin, ça, c'est la seule fois où on a de la chance. Mais quand il m'a dit, je suis sorti à la sortie, je me dis, mais c'est une blague. C'est pas possible, enfin, ça ne va jamais s'arrêter. Enfin, des histoires, bref. Si c'est trop long, vous nous dites, hein, parce que c'est... C'est génial. Et 3310, ça veut dire que vous avez quel âge à ce moment-là? Parce que c'est quand même un téléphone mythique. Non, c'était un téléphone, tu sais... ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. T'étais tout jeune encore. Ouais, j'étais jeune, ouais. L'âge précis. Non, mais tu devais avoir la vingtaine, quelque chose comme ça. Ouais, un peu plus de 20 ans, ouais. Des souvenirs de voyage, enfin, ceux-là, ils sont extraordinaires. Je sais pas si évidemment, tout ce que je viens de dire est faux. Hein. Je veux dire, c'est pas la vraie vie. On mettra des disclaimers à chaque fois. J'invente, c'est des choses que j'invente. Hein. C'est de la fiction. Tout est de la fiction. Ausfahrt, c'est ça. Ausfahrt, c'est ça. Non, Ausgang. Ausfahrt. Mais j'ai eu 4 ans au bac en allemand, donc c'est vraiment pas une référence. Est-ce que tu en as d'autres des souvenirs de voyage qui t'ont marqué? Oui, alors, tous les voyages que j'ai fait en moto ne ressemblent pas forcément à celui-ci. Celui-là était particulièrement salé. C'était une époque où j'en avais plus ou moins pas grand-chose à foutre de grand-chose. Enfin, je sais pas comment ça se dit, mais en fait, en gros, je partais quand je voulais. T'as un esprit libre. Ouais. Oui. Ah non. Non. Peut-être il cherche la sortie, du coup. Tu cherches la sortie? Est-ce que vous cherchez la sortie, peut-être, non? Anyway, continuons. Non, c'est pas encore trop dire ça. Non, voilà, je te disais. Oui, tous les voyages que j'ai faits en moto ne ressemblent pas à la virée démoniaque à laquelle j'ai participé pour aller au Danemark. Ça, c'était de manière générale. Par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, l'idée du voyage, c'était quelque chose d'assez spontané. C'est assez élégant, c'est une manière de dire. Spontané dans le sens où je me disais, si je veux me barrer quelque part, je prends la moto et je me tire. La vraie liberté. La liberté totale. Et c'est ce que je faisais.
Non, mais je plaisante un peu pour le Danemark, c'était un peu plus préparé. Mais il y avait quand même un truc Oui, mais tu vois, regarde, au final, enfin, à vivre. C'était, quand j'y pense, c'est lunaire, quoi. Mais Mais c'est les on voyages partait les- vraiment à l'arrache, quoi. mais au final, tu regardes, c'est le premier qui te revient en tête, c'est le premier dont tu m'as raconté. Ah, mais Donc, c'est souvent les galères t'es qui galère. font tes souvenirs. Évidemment, mais en plus, attends, mais je t'ai épargné les soirs où évidemment on n'avait pas du tout prévu de là où on allait dormir. Donc quand il commençait à faire plus ou moins noir, on se disait mais cherchons donc un endroit pour se reposer. Évidemment, on tourne à côté des stations d'épuration. Enfin, c'était une horreur, quoi. Mais vraiment, mais les pieds À manger closes, des quoi. bouts de fromage. Attends, mais franchement, enfin. Mais à chaque fois, en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que dès que j'ai voyagé, je suis toujours tombé sur des gens très accueillants, pas du tout craintifs, tu vois. Dans tous les pays dans lesquels j'ai voyagé dans plein de pays. Et à tu sais que chaque- je pense aussi, moi, j'ai jamais fait avec une bande de potes comme toi, mais par contre, je faisais, tu vois, genre, un voyage pendant 3 semaines Mhm. où je réservais Oui, tu des me disais, Airbnb, ouais, tu vois, le midi ouais. pour le soir. Ouais. Et à chaque fois, ça provoque forcément des rencontres avec des gens qui sont dans ce délire-là, entre guillemets. Parce Ouais. que tu leur expliques un peu ta démarche. Mhm. Et donc, forcément, ils sont sensibles ou pas du tout. Mhm. Donc, c'est normal, finalement, que Ouais, des gens, tu vois, en tout cas, accueillants. en tout cas, ça génère un truc. Je sais pas comment dire. La démarche est déjà tellement singulière Oui, que exactement. forcément, soit ils y adhèrent, soit non. Mais pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, mais c'était une digression, mais par rapport au voyage, Ouais. finalement, il y en a qui sont très bien passés et peut-être Bien que c'est sûr. pas ceux que tu retiens le plus, tu vois. Non. Enfin, en tout cas, si je m'en rappelle, mais c'est vrai que là, il y a eu tellement d'éléments qui se sont, tu vois, surajoutés et que c'était un peu lunaire, quoi. J'ai beaucoup de mélancolie. Enfin, pas de mélancolie. J'ai beaucoup de souvenirs un peu. C'est une partie de ma vie, tu vois. C'est une partie, une époque qui ne reviendra plus. Enfin, je sais pas comment dire. Si je pars pas comme une personne, j'ai pas 150 000 ans, tu vois, évidemment, puisqu'on ne peut pas vivre jusqu'à 150 000 ans. Tu me diras. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un truc que je regarde avec beaucoup de douceur et de nostalgie à des moments, un petit peu. Je suis pas quelqu'un de nostalgique, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, je m'en rappelle, c'est des souvenirs qui sont assez beaux, même s'ils sont complètement chaotiques et que ça parle de mecs un peu farfelus, quoi. Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez doux amer. Et tu m'as raconté un voyage en Corse qui est une atmosphère totalement différente, parce que Totalement c'était avec ta différent. compagne Avec ma compagne, bien sûr. qui est fan de moto aussi. Ouais. Et comme quoi, vous avez pu vivre des trucs assez fous. Oui, parce qu'en fait, Dans le un autre véhicule, contexte. parce que le véhicule qu'on m'avait prêté à l'époque, je ne vais pas dire la marque. Je ne dirai pas. On dira. Mais je n'ai jamais vu un véhicule aussi claqué au sol, éclaté au sol, que celui qu'on m'avait prêté. C'est éclaté au sol. Et je dirais pas la marque, hein. Éclaté au sol. Never again. Je récupère un véhicule qui est censé quand même, tu vois, aller loin. Je ne dirais pas la marque, mais c'est quelque chose qui est censé aller loin. Avec 2 personnes. Je démarre le truc, et dès le début, tu sais, il y avait beaucoup de fils qui devaient être chantés avec des systèmes électroniques, c'est un peu le début de l'électronique un peu pointu. Ça commence à merder. Je sens que la moto merdouille. Et en fait, on a eu que des couilles techniques, à tel point que c'est devenu un peu assez. En fait, notre voyage était rythmé par les arrêts qu'on faisait dans les concessions pour qu'ils nous changent les cartes mères, les machins et tout, pour qu'on puisse repartir. Et quand on arrivait en Corse, le véhicule, en fait, il y avait un problème de capteur qui faisait que la machine avait l'impression d'être tout le temps en surchauffe. Donc j'étais bridé à genre 80 km, enfin, non, même pas, genre 50 km/h. Donc on était comme ça, à 50 km/h, en plein cagnard et tout. Et j'étais là, mais putain de moto de merde. En Et- Corse. Sachant Bien que sûr, c'est très vallonné, évidemment. Bien évidemment. On n'allait pas faire ça sur ligne droite, un truc, non. Non, c'est vallonné, t'es à 40 km/h avec une moto de 400 kg, hyper pratique. Plein cagnard, les feux de forêt, tout est cool, hein. Tout est cool. Mais mec, éclaté au sol. Bref, mais du coup, ça nous a créé aussi des souvenirs. Ça nous a créé des beaux souvenirs, hein. C'était presque bucolique, quoi. Parce que vous avancez pas, donc. Bien sûr, mais c'était rigolo. Mais je t'avouerais qu'à un moment, je l'avais un peu moyenne. Voilà, je leur ai dit, quand on est rentré à Paris, je leur ai dit, voilà, gardez le véhicule, peut-être travailler sur certains éléments, comme par exemple l'électronique, qui pour moi, j'ai l'impression n'est pas encore au point. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on est censé changer la carte mère tout le temps? Enfin, carte mère, je sais pas si ça se dit quelque chose. Hein. Ouais, mais je vois la carte électronique. Partout, il y a 70 millions de fils avec des boutons, des machins, ouais. Beaucoup trop. Arrêtez les fils, trop de fils. D'autres souvenirs de voyages comme ça qui te reviennent en tête? Après, oui, j'ai aussi voyagé tout seul, et le rapport n'est pas le même. C'est beaucoup plus méditatif, et c'est étonnant parce que quand je fais des très longues distances, je sais pas si tu fais pareil, mais en fait dans mon casque, je chante en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien. Et en fait, je crée ma propre radio. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'invente des. Enfin, c'est encore. Vous allez dire, mais il est complètement malade ce mec. En fait, j'invente des espèces de chansons. C'est un peu weird tout ça.
avec les éléments que je vois autour de moi. Donc je suis là, et là, je vois une route, tu vois ce que je veux dire? Et je suis en train, et à un moment, je me rends compte que je suis en train de faire ça, parce que c'est de métaverse là. Mais au moins, ça, je sais pas, ça m'occupe, donc je fabrique mes propres chansons. Maintenant, j'ai des kits, enfin, t'as des kits oreillettes, machin. Mais je sais pas, ça fait partie d'un truc un peu méditatif. Et Tu sais que c'est pas fou ce que tu dis parce que j'ai mais fait un tu vois, épisode avec un mec qui s'appelle Pierre Billon, que tu connais sûrement de nom, qui était donc un grand pote de Johnny Hallyday. Et il m'a expliqué toutes les chansons qu'ils ont composées putain, en faisant leur road trip, tu sais, aux États-Unis. Soit sur la moto, ils se partageaient des tu veux dire, il est phases. en intercom et Non, en il est fait, avec Johnny. ils se mettaient des mélodies dans leur tête, ils se posaient pas en roulant, et Ouais. après ils se posaient un pub, ou enfin un pub, on dit pas un pub d'ailleurs, un saloon, quoi. Et là, ils composaient. Évidemment. Un saloon. Il se posait au saloon. Ils se posaient au saloon, et là, ils composaient. Et bam, Ça, et ils c'est ont fait marrant, des hits comme ça. Donc, tu vois, ça revient exactement. Je peux pas te dire si ce sera un hit ou pas. En tout cas, Ça, je sais pas. ma chanson sur les éléments décoratifs qui bordent les bords d'autoroute, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Donc, t'as fait des chansons sur les coccinelles, sur tout ça, quoi. En gros, c'est souvent sur des pylônes. J'imagine. Le pylône passe très vite, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça, c'est soit les pylônes, soit les autoroutes. On veut une belle autoroute. Voilà, ça, je pense, ce sera pas un hit, on va pas se mentir. Donc, voyage solo aussi, Quoique, en voilà une belle. ça peut marcher. Hein. Ça peut marcher. En tout cas, il peut y avoir un public. Bon, ça sera Oui. peut-être nous deux. Ouais, voyage solo, il y en a un qui te revient en tête particulièrement? On en a pas parlé. Hein. Là, C'est quand j'étais parti en Espagne. Je partais en Espagne. Et j'étais à Cadaqués et enfin, ça c'était au tout début aussi, je sais pas, mais c'était. Mais en fait, et c'est vraiment parce que la notion de confort, bon, je fais une digression, hein. Mais tu vois, c'est venu un peu plus tard en tout cas. Après, c'est vrai que quand tu roules en shop, enfin en chopper en l'occurrence, il n'y a pas de suspension. C'est un cadre qui est rigide. Donc si tu as une fourche, il n'y a pas de. Non, en théorie, hein, j'ai mis en théorie, il n'y a pas de frein, c'est un spool-up quoi. Il n'y a pas de garde-boue, donc quand il pleut, évidemment, c'est une tanasse. Enfin, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de rouler avec ce type de véhicule? Commencez pas à me chercher, d'accord? C'est un truc qui me fascine et c'est comme ça, c'est à rouler, c'est fantastique. Donc il n'y a pas de frein, pas de suspension à l'arrière. Tu as éventuellement des suspensions sous ta selle pour limiter un tout petit peu le contact du coccyx avec la route. Sachant qu'on n'expliquera pas forcément la blessure que tu as pu te faire sur le Non, voyage mais finalement. est-ce que j'ai besoin vraiment de te Non, décrire ok. ce qui m'est arrivé au Ok. bout de 10 jours d'affilée sur un shop? Est-ce que tu penses, est-ce que tu devines quelle zone de mon corps a été atteinte après 10 jours? Peut-être. Voilà. Une partie qui était en contact avec une matière cuirée, et j'ai vraiment eu très mal. très mal. Ça, c'est enfin une connerie. Belle connerie. Mais bon, passons. Tout est rentré dans l'ordre. Et en fait, ta notion de confort, pour moi, n'a jamais été en lien avec la moto qui se déplace. Je sais pas comment dire. Là, maintenant un peu plus parce que je suis un peu plus vieux, je sais pas comment dire. Et j'aime bien le fait de dormir, par exemple, dans une pièce fermée. Peut-être Moi, parce que tu as des enfants aussi. oui, Ça a changé peut-être ton rapport. Oui, puis peut-être parce que je vieillis un peu et que effectivement j'ai moins envie de dormir à côté d'une station d'épuration. Tu vois ce que je veux dire, en Belgique? Voilà, tout simplement. Peut-être que il y a un lien. Il y a peut-être embourgeoisé un petit peu. un petit peu. Voilà, je me dis, voilà, si la station d'épuration peut rester à sa place, tu vois, et ne servir qu'à, tu vas transformer des eaux usées en eau propre, pourquoi pas? Moi, j'aime bien aujourd'hui, de temps en temps, dormir dans un hôtel, même de base, tu vois, je m'en fous. Mais en fait, la notion de confort est venue après, avec l'âge. Et peut-être aussi parce que les expériences étaient tellement m'ont marqué. Extrême, mec. Extrême. La station d'épuration, ça fait une blague. Hein. C'est que vraiment, tu te dis, mais où est-ce que je suis là? Tu travailles le matin, tu te dis, mais c'est quoi cette odeur là, mec? Où est-ce qu'on est là? Putain. Et tu te dis, ah, mais bien sûr, c'est ça, ce léger fumé. C'est la station d'épuration à côté de laquelle nous avons dormi, évidemment. Au début, tu pensais que c'était- Repartons au Danemark, let's go. Oh là là, quelle vie. Pour revenir aux motos, ce que je vais faire être, sinon on va rester. Moi, je peux rester là-dessus pendant trop longtemps. Pour revenir aux motos, là maintenant. Oui. Tu roules sur quoi? Est-ce que tu fais un peu de piste? Parce que Oui, oui. le rapport entre chopper et ça, c'est quand même très très éloigné quand même. Ouais, c'est assez éloigné. Après, j'ai commencé à faire de la piste il y a quelques années. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en fait, je sais pas. En fait, comme tous les motards, je pense, j'avais envie de frotter le slider. J'avais envie d'avoir cette sensation, je sais pas comment dire, très bête, hein, mais de me dire, tiens, je mets de l'angle et je vais, je sais pas, le truc va frotter le sol, je sais pas pourquoi. J'ai vu depuis que je suis môme des mecs à la télé faire ça, des courses, je me disais, mais putain, mais la sensation doit être dingue. Et puis je voyais les angles et tout, je me disais, putain, il y a forcément y avoir un truc fascinant puisque tellement de gens, tu vois, ont envie de faire ça et en font.
Et j'ai commencé à le faire et j'ai touché la première fois de ma vie. Donc, tu vois, j'ai frotté mon slider et je me suis dit, putain, la sensation, je sais pas comment dire. J'avais l'impression d'être Zarco, quoi, tu vois. Johan, que j'embrasse d'ailleurs. Oui, c'est vous êtes copains tous les Ouais, deux. c'est mon copain. Et j'avais l'impression d'être Zarco, alors qu'en fait, j'étais juste comme ça, j'étais mal positionné. Et fort. Je pilotais comme un schlag, mais la sensation, ouais, pardon, vraiment, je te jure. Comme ça. C'est la seule fois que j'ai touché aussi de ma vie. Hein. C'est Ouais. parce que grande jambe et puis tu sors complètement alors qu'en fait t'as une position qui est Claque le hachée sol, complet. c'est Ouais, juste, bien ouais, sûr. c'est ça, claque le sol. C'est le haut du corps. C'était quoi? C'était Carole? Carole, en effet, Carole. Circuit Carole, ok. Le virage juste avant la ligne droite, des lignes droites. Et ça, je me rappelle toute ma vie. Avec une Kawasaki 636. Pareil. Full poly, plaque d'immatriculation qui pendouille. Et tu te baladais dans 3, Paris 4 avec. feux de xénon, claqué au sol évidemment. Échappement libre, enfin bon, la totale. Avec laquelle je roulais évidemment sur route. Hein, évidemment. C'est beaucoup plus simple de rouler avec ce genre de moto. Et là maintenant t'avais quoi par exemple? Et pardon, là maintenant Là, Là, les maintenant, motos. je roule. J'ai une MV Agusta, une 675, 3 cylindres, très très bonne architecture de moteur, je trouve. Parce que le 4 cylindres, c'est vrai que tu as besoin de monter vraiment dans les tours. C'est une autre. L'architecture n'est pas la même. Le bicylindre, c'est beaucoup plus coupleux, tu vois. C'est quelque chose qui part directement un peu plus bas dans les tours. Et j'ai jamais fait de piste avec des Harley parce que c'est pas une base qui me convient, je dirais. Et après, ça m'intéresse cette nouvelle catégorie qui s'appelle le bagger, tu vois. C'est des mecs Bien sûr. qui font de la piste avec des baggers. Et Enfin, ça c'est plus vraiment des baggers, mais tu vois, ça reste quand même dans l'idée ce type de véhicule. notamment Arch Motorcycle, la marque Exactement, de Keanu la Reeves moto qui s'est mis dedans. que mon père appelle Keanu Reeves. Ah, très bien. Mon père appelle Keanu Reeves Keanu Reeves. Écoute, Il m'a dit un jour, il me dit, Pio, est-ce que tu as vu Sped? Je dis quoi? Qu'est-ce que Sped, c'est quoi ça? Et je percute, il me dit, est-ce que tu as vu Sped avec Keanu Reeves? Je dis, Enzo, tu me parles de quoi là? Et en fait, je me dis, Speed avec Keanu Reeves. Je dis, mais Enzo. Tu sais que j'adorais faire un épisode avec Keanu Reeves. Je pense que je vais raconter cette anecdote. Alors, il y a celle-là. Bref, je pourrais parler de mon père des heures, mais c'est pas le débat. Non, juste une parenthèse. Bon, je lui offre un t-shirt avec, c'est le I Love New York. C'est le truc avec le cœur, je reviens de New York. Il prend le truc, il me dit, I Love Ni. C'est quoi ce truc-là? Je dis, Enzo, tu plaisantes là? Je reviens de quelle ville? New York? C'est pas Ni, c'est New York, Enzo. C'est pas Ni. Ah! Enfin, c'était... Des barres de rire. Et donc, je parlais de quoi? Pardon, excuse-moi, je sais pas. Non, on parlait de la moto que tu utilises pour la piste. Oui, voilà. Donc, il y a cette MV Agusta. Mais là, pour le coup, camion et tout, hein, je fais un peu gaffe. Une RS 250 Aprilia, parce que je voulais tourner aussi avec un dedans. Ça, c'est incroyable comme moto. Machine extraordinaire. Extraordinaire. Beaucoup de chevaux. Hein, pour un poids relativement plume. Ça doit être exigeant quand même à piloter ça, non? Parce que tu dois toujours être dans la bonne plage. Non, mais bien sûr, mais après, c'est très différent d'un Katan. Hein. Mais le son, mec, l'odeur, on va pas se mentir, l'odeur de l'essence qui pète dans un échappement de temps, c'est pas la même chose, quoi. Et le son, gang, gang, tu vois, c'est vraiment, c'est autre chose, quoi. Et c'est la moto de Valentino Rossi, enfin, tu vois, il y a quand même, de Biaggi, pardon. Il y a quand même un, autour de cette moto, il y a quand même une espèce de mythe, il y a un truc qui s'en dégage. J'aime bien ça aussi. Quelque part, il y a un truc que j'aime bien aussi maintenant quand j'achète une moto, où je me dis, enfin, j'en ai pas non plus 50 000, hein, mais j'aime bien qu'il y ait un truc qui soit un peu mythique, enfin, qui participe tu vois, qui se dégage de l'objet. Un truc qui ne soit pas une moto, tu vois, quand tu achètes une moto comme ça, enfin, je sais pas, il y a un truc forcément, tu te dis, tu sens que le truc, il a vécu, il a racé, c'est l'ADN du truc, il est clairement visible, et il y a une dimension un peu mythique, je sais pas comment dire. Et moi, j'aime bien ça, en fait, dans un véhicule. J'aime bien, en tout cas, que ce soit une espèce un morceau d'histoire, quelque part. Et qui soit extrême dans sa forme. Enfin, en tout cas, dans sa c'est pas par hasard que j'ai fabriqué des shops, j'aurais pu fabriquer, effectivement. Non, mais c'est vrai, j'aurais pu fabriquer des T-Max, tu vois, ou autre chose, enfin, je sais pas, ou des customisations de véhicules, d'autres véhicules. Moi, j'ai choisi le Chopper parce qu'effectivement, c'est d'une manière, et objective, c'est relativement aberrant. Tu me diras, je roulais sur un véhicule qui en 2025, n'a pas de suspension, n'a pas de frein avant, n'a pas de garde-boue, tu vois, n'est pas dans un endroit de confort, même pas absolument, enfin, n'est pas du tout dans un endroit de confort, alors qu'on pourrait aujourd'hui avoir un truc beaucoup plus cool. Oui, mais moi, cet objet, ce qui dégage, me transcende, quoi, m'atteint tellement que c'est ça que je veux, en fait. C'est ça que je veux rouler avec ça. Et c'est un peu aberrant. Les gens ne comprennent pas forcément, mais c'est pas mon problème, en fait.
Ça fait chier personne. Voilà. Enfin, j'espère pas. Surtout que maintenant tu le fais sur piste, donc t'es quand même beaucoup plus raisonnable, je trouve, dans le. Bien sûr. Après, alors attends, j'ai jamais été un casse-cou. J'ai jamais roulé au-dessus. Enfin, je suis pas le genre de mec qui roule à 200 sur l'autoroute. Ça n'a pas complètement con. En fait, c'est écrit 130, mec. Tu roules à 100. C'est quoi le délire? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quoi le délire? je te croiserai plus maintenant avec un poli, une moto Non, poli non, dans non, Paris, tu vois. Il y a peu de chance quand même. Peu de chance. Non, très peu de chance. Non, maintenant non, même plus du tout. Puis j'imagine qu'avec les assurances par rapport à ce que tu représentes pour le cinéma maintenant, Exactement. ça serait peut-être un peu compliqué. Alors il y a ça aussi. C'est quand tu fais des films, normalement, j'ai pas le droit de rouler. Et ça, je le respecte parce qu'en fait, on me transporte, tu vois, pour le travail, parce que si jamais il y a le moindre accident, forcément, tu vois, le film s'arrête, quoi. Et j'ai pas envie à cause d'une espèce de lubie, mettre 80 personnes au chômage pendant un certain temps. C'est complètement con. Donc, et c'est pas sain, tu vois. Donc concrètement, tu as le droit de rouler sur piste en moto que lorsque tu ne tournes pas, quand tu es en dehors de. Oui, c'est Okay. ça. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être un espèce de frein. Mais tu vois, j'y vais moins. Et puis parce qu'en fait, quand tu chutes, des fois tu chutes. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Et en fait, j'ai une tolérance à la douleur qui est moindre qu'avant. Avant, je m'en foutais de tomber, de glisser, tu vois, c'était pas grave. Bon, déjà, c'est chiant, c'est que le véhicule est cassé, donc il faut le réparer. Mais la douleur, c'est une chose, mais au bout d'un moment, bon, voilà, je sais que je supporte de moins en moins. C'est marrant, hein. Je supporte moins la douleur qu'avant, et je suis moins fan des stations d'épuration que j'ai qu'avant. C'est fou, hein. Peut-être que On appelle ça un peu de l'embourgeoisement, tu penses? Écoute, c'est peut-être exagéré. Tu sais, quand tu rentres et que tu es brûlé partout, tu dis ah, je suis bien brûlé, tiens, je suis bien tombé, j'ai bien glissé, et bien niqué mon cuir, hein, et bien niqué. Bah, tu vois, c'est un peu moins maintenant. Ceci dit, ça t'a pas empêché de prendre un bon retour de kick il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, le petit cochon. Ouais, je me suis pas raté sur ce coup-là. Effectivement, j'ai encore une histoire. Je suis au garage. Il y a un 1340 Harley, un Softail, très bonne machine. Écoutez-moi bien. Les 1340 ne sont pas faits pour être démarrés avec des kicks. Ok, les kits kicks qui vendent, c'est pas par hasard qu'il y en a pas dessus. Faut pas en mettre. Ça n'a pas d'intérêt. Ok, faut pas en mettre. Donc moi, évidemment, qu'est-ce que je fais? J'en mets un. Il y a un kick sur le truc. Et je me dis, bah tiens, hey, Medved, ce véhicule n'a pas démarré depuis 3 ans. Est-ce que je le kickerai pas maintenant pendant une quarantaine de minutes? Bien sûr, Pio, let's go. Donc ça. Et allez, et vas-y. Et le truc, et la sueur. Et même là, il dit, arrête, Pio, laisse-moi, je vais le démarrer. Donc tu vois, je rentre dans une espèce de transe parce que quand tu commences à kicker un véhicule qui n'a pas démarré depuis je sais pas combien de temps, c'est long. Surtout un 1340. Et hop, tu te dis, ah, j'ai un peu noyé, non, c'est bon, je connais. Il va finir par démarrer. Et tu fais, tu dis, ah, ça y est, il va partir. Ça fait déjà 40 minutes que je suis dessus. Il y a plus de t-shirt. C'est-à-dire que le mec, c'est une espèce de, c'est des litres de flotte. Et le dernier coup, je me dis, ça y est, Pio, mets toute la masse sur le truc. Tu mets bien toute la masse, Pio, hein, t'es sûr, hein. Mets toute la masse. Et là, mon pote, le kick n'accroche plus. Je ripe dessus. Paf, il me tape pile en haut du tibia. Je sais pas si tu imagines. 85 kilos de pleine puissance qui tombe sur le tibia, le tibia sur un bout de métal. Putain, la douleur, mec. Et instantanément, je dis, oh, ça, c'est pas une petite blessure. Je me suis pété le tibia en kickant cette moto. Fracture très légère, hein, je précise. En explosé. Ah, explosé, ouais. C'est une petite fracture explosion. Une personne. Et la moto n'a évidemment pas démarré, puisque je me suis cassé tibia dessus. Voilà. Et retour de kick, en vrai, c'est un accident tellement classique. Je peux pas te montrer l'étape des jambes, avec les brûlures de la piste, les chutes, les trucs de kick, c'est un petit chantier. Ta vie de motard aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu roules maintenant en Goldwing beaucoup plus confortable? J'ai eu une Goldwing, ouais, j'ai eu ça. J'ai revendu parce qu'en fait, c'est vrai qu'une machine de 370 kilos pour Paris. Alors, il y a des choses que j'aime beaucoup sur ce véhicule. Enfin, en tout cas, c'est marrant parce qu'un 6 cylindres, c'est assez rare. Et je me disais, tiens, je voyais tous ces mecs, tous les mototaxis qui roulaient avec. Et j'ai pris plusieurs fois la mototaxi. Et je me disais, putain, il va forcément y avoir une espèce d'attrait à rouler sur ce véhicule. Et en fait, quand tu montes dessus, putain, c'est quelque chose, quoi. C'est une sensation. Enfin, techniquement, les mecs ont quand même réussi à fabriquer un véhicule de quasiment 400 kilos. Et quand tu passes 5 km/h, t'as l'impression que c'est un vélo parce que le champ de gravité est hyper bas. L'architecture est très bien foutue. Enfin, le système télémétrique de la fourche est quand même assez dingue. Tu vois en plus le truc qui gomme toutes les aspérités. T'as l'impression que t'es sur un espèce de tapis, quoi.
Donc j'ai eu ça pendant un moment, et en fait, maintenant, ça dépend du jour, en fait. Parfois, ça c'est vraiment, Donc on peut te voir sur un T-Max et on peut te voir sur... oui, ou un shop ou une Harley, tu vois, d'origine FLH de 75, qui freine. C'est une nouveauté. Maintenant, mes véhicules freinent. Ouais, j'alterne un peu. Mais ça, c'est vraiment pour moi, c'est le luxe ultime de ma vie, quoi. Enfin, de ma vie. J'ai pas vraiment eu beaucoup mais de me dire, au bout de 20 ans, tu vois, d'expérience, de trucs, de pouvoir, voilà, un jour je peux rouler avec cette moto-là. Pour moi, c'est une sorte c'est fou. En fait, je pensais jamais un jour dans ma vie pouvoir vivre ça, tu vois. C'est une sorte de luxe, un truc qui me dépasse, mais j'en ai conscience, en fait, tu vois. Ça n'est pas un truc normé. Je me dis pas, ah bah tout ça, c'est ma vie. Enfin, je sais pas comment dire. Non, non. C'est quelque chose que j'ai construit, mais je me rends bien compte de la rareté, de la valeur que ça a. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on devient vite très con. On l'évoquait tout à l'heure au tout début. On est dans le cadre des 24 heures moto. Il reste quelques heures de course encore. Ouais. T'as fait le starter. Je pense que les gens comprennent maintenant à quel point ça avait du sens que ça soit toi le starter, parce que t'es complètement fou de moto. C'est quoi parce que on a vécu un peu l'expérience, ton retour là sur cet événement. Alors, comment tu le je sais pas si tu as vu mes yeux hier. J'étais comme une espèce de boule de feu. Attends, tu vois, les yeux étaient possédés. C'est-à-dire que je ne sais pas comment dire. La seule chose que je peux donner à tous les pilotes que j'ai vus, à toutes les équipes, tous les teams, tous les mecs qui bossent depuis des années pour être à ce niveau-là, c'est l'énergie que j'ai, en fait. Moi, la seule chose que j'ai à leur donner, c'est ça. Et ça m'a tellement impressionné, le savoir-faire, la technicité du truc, l'entraînement, la préparation, de les voir, tu vois, partir pour 24 heures non-stop. Putain, mec, voilà, moi, je suis tellement admiratif de ça. Donc, je leur donnais mon énergie, quoi. Parce que c'est le minimum qu'on peut faire. On se doit de leur donner ça, à ces mecs. À ces femmes, à ces hommes, enfin, tu vois. Ce qui est important, c'est de leur dire, putain, vous êtes hallucinants. Vous avez une espèce vous incarnez un truc pour moi de bravoure, de sportivité qui me dépasse. Et vous pouvez être fiers de vous, quoi. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé génial, quoi. Et en plus, enfin, t'as quand même 100 000 personnes, t'as 65 motos les unes derrière les autres, on te donne le petit drapeau vert, là, et on te dit, attention Jean-Jean, c'est à toi de lancer tout ça. Tout est sur tes, donc t'es là, tu vois, et quand t'as les trucs et que t'as toutes les bécanes qui partent, franchement, le mec, il m'a tiré, hein. J'ai vu les images. Moi, je voulais rester comme ça, au milieu des mecs, tu vois, moi, mon délire, c'était, tiens, mais passer autour de moi. Yeah, ok, tu vois. Le toréador, quoi. Grave. Et en fait, le mec, mais Pio, mais faut partir! Écartez-vous! Et bon, en même temps, j'étais pas le meilleur, enfin, j'étais tellement pris dans ce moment. Trop d'adrénaline, trop d'excitation. Ah bah mec, attends, c'est quand même, puis le truc monte. Ça monte toute la semaine, ça monte, les timings, les scores, les machins. Tu vas sur la piste, la Marseillaise, le truc, tout le monde chante, enfin, je sais pas comment, il y a un truc qui monte, et à un moment, tu sens, ça fait, tout le monde sort de la piste. Et là, t'as les motos qui démarrent et tout. Le son, mec, quand même, excuse-moi, quand t'as 65 machines qui démarrent, enfin, excuse-moi, le son que ça fait, la résonance sur ce lieu quand même assez mythique qui sont les 24 heures du Mans, sur le circuit Bugatti, il y a quand même un truc, qu'on le veuille ou non, qu'on soit fasciné par les motos ou pas. Ah, t'as les frissons, c'est sûr. Waouh! T'as tout de suite les poils, quoi. C'est un truc, c'est mécanique, en fait. C'est une espèce de truc où tu te dis, putain, ça va péter, mec. Ça va péter. On n'est pas venu pour jouer au bridge. Là, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Et atout. Et as. Non, non. T'as pas compris, mec. Là, c'est 350 km/h pendant 24 heures. Gagné. Atout. Bravo, Jean-Jean. Non, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf, quoi. On fait pas le même métier. C'est pas le même délire. J'adore le bridge, mais là, c'est pas le délire. Je te le dis direct. Si t'aimes le bridge, ne viens pas au 24 heures du Mans. C'est pas du tout la dynamique. Non, non, non. Là, c'est sauvage, mec. C'est waouh. C'est hard. Et après, en plus, j'étais dans les box. Tu vois, au CERT, c'est parce qu'en fait, c'est pour ça que le pôle mécanique, c'est qu'ils sont en train de tourner, d'ailleurs, au moment où ils sont en train de piloter, de tourner sur le circuit. L'atmosphère, mec, putain, la concentration. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, là où le CERT, pour moi, est un endroit singulier en France et qui est génial, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus, enfin, comme ça, c'est que c'est des pôles de formation pour les jeunes, où tu peux devenir mécanicien, tu peux devenir pilote, et le travail que fait Damien est vraiment... Damien Saulnier, d'ailleurs, qu'on remercie, parce que c'est grâce à lui aussi. Vraiment, Damien Saulnier qui fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire de formation, d'accompagnement des jeunes. Aujourd'hui, il y a des pilotes qui sont professionnels, qui l'a formé quand ils étaient au lycée, à qui il a donné aussi une chance, en disant, tiens, je sens qu'il y a un truc, je vais t'aider. Donc il y a deux écuries. Il y a une écurie en super stock avec des mecs plus jeunes. Junior Team, ouais. Junior Team, qui est collé au box usine Suzuki Yoshimura.
Et tu vois, il y a un truc quand même, tu vois, de passion chez ces mecs, tu vois, d'énergie. Et donc moi, je vais les voir. Forcément, je me mets dans mon coin, tu vois. Mais quand je les regarde, je leur dis putain, allez-y les gars, putain, c'est le feu quoi. Putain, jusqu'au bout quoi, faut y aller quoi. Et je sais pas, c'est trop émouvant en fait. Et tu vois des jeunes mecs qui arrivent, machin, qui vont devenir professionnels, parce que je leur souhaite, tu vois, et qui ont été formés par Damien, qui est vraiment un type très calme, très drôle et en même temps très précis. C'est très touchant en fait. Je trouve ça assez beau en fait. Je trouve. Je suis d'accord. Je pense à qu'on a... tout dame. Je pense que j'ai encore plein de choses à te raconter, mais on a un timing à respecter. Ouais. Genre, ça fait combien de temps qu'on parle? Je sais pas, mais on va voir. Mais je voudrais finir sur une dernière question. Tu prépares un film, justement. Donc là, l'idée, c'est ça. Alors, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a quand même un projet. L'idée, c'est, en fait, je suis venu aussi avec une équipe de production, parce que, en fait, en tout cas, l'idée, c'est un peu, en tout cas, de développer un scénario autour des 24 heures du Mans. En tout cas, il y aura une partie qui se passera pendant les 24 heures moto, dans le cadre d'une épreuve d'endurance. Pas le MotoGP, c'est une autre. En tout cas, l'endroit de l'endurance est assez singulier, parce que tu travailles tu as 3 pilotes. Il y a des mecs il y a des pilotes amateurs, il y a des professionnels. Donc ça crée aussi une espèce de, dans la narration, je dirais, pure et dure d'un scénario, par exemple, dans un film. Et t'as des bouillonnements un peu David contre Goliath. Exactement. C'est beaucoup. Enfin, moi, narrativement, ça m'intéresse plus, et même c'est ce qui m'intéresse le plus. Enfin, ça m'intéresse pas de raconter des pilotes d'usine qui roulent sur des motos à 150 000 €, enfin, ou à 300 000 ou à 2 millions. C'est pas ça. Moi, j'aime bien aussi en fait, les petites équipes. C'est ça aussi que je trouve génial. C'est de pas forcément aller tout le temps avec les gagnants. Enfin, moi, je m'en fous des gagnants. Ce qui m'intéresse, c'est voir les gens qui tentent quelque chose. Bref. Et on est aussi là, effectivement, pour s'imprégner un peu du truc et pour voir comment ça fonctionne, et prendre un peu de la température de ce que ça pourrait devenir. Donc ça, c'est un truc qui est en développement. Parce qu'en fait, avec enfin, ça fait 1h30, je sais pas, qu'on parle de moto, tu vois bien que c'est un truc qui quelque part, me passionne d'une certaine manière. C'est une certitude. Oui, c'est quelque chose qui me bouscule, quoi. Et j'ai pas vu de film sur la moto encore qui moi m'a ému, tu vois, enfin, en tout cas me parle aussi de la manière dont ça me parle, concrètement, moi, en tant que passionné moto. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Et je me suis dit, en fait, plutôt que d'attendre qu'on me le propose, pourquoi pas initier le projet, en fait. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de dire... Concrètement, pour que les gens visualisent, ça pourrait être un peu... Est-ce que le parallèle est correct de parler du film F1, tu sais, qui est sorti avec Brad Pitt? Ça serait un peu dans... Alors, attendez. Ok. C'est un peu le bridge du F1. Il faut se calmer quand même, parce que F1, le budget, c'est genre $1 milliard, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas $1 milliard. Mec, je joue avec des atouas, ok, on va se calmer direct. Je ne suis pas Brad Pitt, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, encore une fois. Dans l'esprit du narratif. Dans l'esprit du narratif. En tout cas, il y aurait un peu cette trame, une espèce de trame pas similaire, mais en fait, oui, en tout cas, ça, oui. Non, mais oui, il y a un peu de ça, en tout cas. Il y a un truc, en tout cas, fraternel, enfin, en tout cas, de coéquipier qu'il faut trouver. Mais j'aimerais, en tout cas, et l'année prochaine, l'idée, ce serait aussi de tourner ici, en fait. De faire, enfin, en tout cas, pas moi, l'épreuve. Mais si, enfin, en tout cas, il faut quand même, j'aimerais quand même piloter. Tu vas piloter finalement. Oui, mais pas pendant les vacances, c'est très compliqué. C'est un métier, je ne suis pas pilote. Mais en tout cas, c'est un projet qui est très excitant, qui est vraiment ultra excitant. Et j'ai l'impression que, en tout cas, pour l'instant, quand j'en parle, enfin, évidemment, ici, j'ai l'impression que pendant les 24 heures du Mans moto, ça intéresse les gens. C'est ça, hein. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, je sais pas si ça intéressera tout le monde. Tu sens qu'il y a une résonance dans ce projet. Ah, c'est, ouais. Mais en tout cas, je veux pas que ce soit non plus, c'est pas un film sur les 24 heures du Mans, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a une base de travail, en tout cas, qui m'intrigue. Et il faut, voilà, c'est pas, alors, voilà, je pense à Brad Pitt, machin, enfin, c'est pas une idée. Enfin, tu vois, c'est un film fantastique d'ailleurs, enfin, ouais, très très bien. Putain, quand tu vois quand tu vois les mecs rouler, tu sens qu'ils sont pas à 70, hein. Là, c'est pas, tu vois, ils y vont, quoi. Mais je pense pas qu'on aura le même budget que F1. En tout cas, pour l'instant, c'est pas l'idée, hein. En tout cas, voilà, on m'a pas dit, Pio, tu as $1 milliard de budget. C'est pas, ou 300, non, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, c'est un projet hyper excitant, quoi. Pio, on pourrait parler encore pendant des heures, mais je vais devoir conclure cet épisode et j'ai toujours une question rituelle pour finir l'épisode qui va te paraître un peu bête, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, sur tous les plans de ta vie? Garder, je pense, cet esprit, cet endroit un peu d'insolence, jamais vulgaire. Il faut toujours être un peu insolent. Enfin, une forme de pétillement dans le regard, un peu. Tu vois, c'est mon mot préféré, j'ai insolence tatoué ici. Ouais. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Un peu insolent, mais jamais vulgaire. Tu vois, ce que c'est, un truc un peu intranquille et toujours de rester curieux.
C'est ça qui me, c'est peut-être quelque chose qui me, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais étudiant de rester curieux. En tout cas, c'est vraiment un truc qui j'espère me caractérise. Parce que s'installer, c'est le début de la fin. Ça va commencer à rouiller, c'est fini. Donc voilà, je dirais rester curieux et un peu insolent quand même. Merci pour tout en tout cas, merci pour Merci ton bien. temps, parce que je sais que c'était une galère de tourner sur ce week-end. En termes d'organisation, même l'ACO a vraiment fait jouer le jeu à Plus fond. l'arrivée de Jean-Jean tout à l'heure. Plus l'arrivée de Jean-Jean. Et non, après les clés de la Suzuki, enfin de la Toyota, je sais pas quoi. Bon bref. Anyway. Et puis Damien est extraordinaire parce qu'il a vraiment autre chose à faire ce week-end avec Comme la par course. exemple gagner le bol d'or, enfin gagner les 24 heures. Peut-être. Mais du coup, il nous a quand même aidé Ouais, c'est à cool, zoomer, ouais. donc c'est vraiment absolument génial, on a trop de chance. Et en plus, il y a un beau carrelage. On en a pas. Merci Pio, Merci. à très vite. Ciao, À ciao. plus.